sur la saisie immobilière. Donc, comme vous n'avez pas vos micros branchés, j'ai décidé que nous en étions arrêtés à la section 2, qui s'appelait la saisine du tribunal par l'assignation à l'audience d'orientation. Est-ce qu'il y en a un qui peut parler? Bon, personne ne parle, donc ça ne veut pas dire. C'était ça? C'est bon? Oui. C'était bon, ok. Très bien. Alors, on y va. Section 2, la saisine du tribunal par l'assignation à l'audience d'orientation. Donc, vous vous souvenez que l'on a, la dernière fois, vu un certain nombre de notions sur le contenu du procès-verbal descriptif. On avait donc décrit très précisément le bien que nous saisissions. C'était la première fois, puisqu'antérieurement, on ne savait pas la tête qu'il avait, on ne le voit jamais, ce bien. Et le délai étant expiré, il était donc nécessaire d'assigner à l'audience d'orientation. C'est l'objet d'aujourd'hui. Donc, alors, cette assignation est délivrée au débiteur. Elle est délivrée au débiteur en vue de l'audience d'orientation, et cette audience d'orientation va engager la phase de concrétisation de la voie d'exécution. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, jusqu'à présent, le tribunal n'est pas saisi. Le tribunal ignore qu'une saisie immobilière est en cours. Or, s'agissant d'une procédure qui peut avoir des répercussions importantes sur la vie du débiteur, il est nécessaire qu'il y ait un contrôle judiciaire. Ce contrôle judiciaire, jusqu'à présent, il n'existe pas. Il va exister par l'assignation qui va être délivrée au débiteur. Alors, c'est le premier acte. Mais ça, je vous l'avais dit, mais ça fait rien, on va le reprendre. C'est le premier acte d'une trilogie qui va expurger la saisie de ses vices et fixer les modalités de la réalisation de la vente sous l'autorité et le contrôle du GEX. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, oui, ok. Alors, paragraphe 1, assignation du débiteur. Donc, avant la réforme de 2006, la saisie était considérée comme un moyen de pression sur le débiteur. C'était un moyen de l'amener à payer en lui faisant peur. C'est un moyen de pression. Alors qu'avec la réforme de 2006, la saisie immobilière est devenue une véritable voie d'exécution. À compter de l'assignation, c'est le juge qui va fixer les modalités de la vente et de la poursuite de la saisie. Alors, petit 1, le contenu de l'assignation. Alors, c'est un acte d'huissier, comme on l'avait vu pour le commandement. Donc, si c'est un acte d'huissier, comme pour le commandement, il doit satisfaire, il doit respecter les dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile. Donc, je vous y renvoie. Vous savez, c'était l'identité complète, c'était non seulement l'identité complète, mais les différentes mentions de l'activité, si c'est une entreprise, le numéro du RCS, etc. Donc, je vous renvoie à l'article 648 que vous reprendrez sur ce point, et ce sont les mêmes mentions, bien évidemment, que dans le commandement. Mais il existe des mentions spécifiques. Comme dans le commandement, il y avait des mentions spécifiques. Dans l'assignation, il y a des mentions spécifiques. Et ces mentions spécifiques sont prévues à l'article R 322-5 du Code de procédure civile d'exécution, du CPCE. Alors, attendez, il y a des gens qui sont rentrés dans la salle d'attente. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est voir. Invité.
Je les invite? Oui. Ouais. Ouh là là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vois un truc, là, je ferme. Ouf, j'ai trop peur. Bon, bah tant pis, je ne les invite pas. OK. Alors, mention spécifique de l'article R322-5 du CPCE. Et ça qui est important, première chose capitale que cette assignation va contenir, c'est l'indication des lieux, jours et heures de l'audience d'orientation du juge de l'exécution. Quand vous délivrez une assignation au GEX, vous délivrez pour une date précise, contrairement aux assignations devant le tribunal judiciaire où vous délivrez une assignation, ce qu'on appelle à quinzaine. Là, vous le délivrez pour une date précise. Et pour Toulon, c'est les 2e et 4e jeudis de chaque mois à 9 heures. Premièrement, donc, l'indication des lieux, jours et heures de l'audience d'orientation. Deuxièmement, l'indication que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie. Indication que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie. C'est là que l'on fera toutes les contestations. Donc, on informe déjà le débiteur que s'il a des contestations à faire valoir, c'est à cette audience d'orientation qu'il faudra les soulever. Et le juge statuera justement sur ces contestations et toutes les contestations qui peuvent être incidentes. Vous en verrez un certain nombre avec Guillaume Tatouex sur la prorogation du commandement, etc. Excusez-moi, monsieur, vous pourriez Oui. votre phrase, s'il vous plaît? Vous allez Oui. trop vite. Merci. Je vais trop vite? OK. Oui, merci. Alors, l'indication que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes liées à celle-ci, et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie. Donc ça, c'est ce que vous devez savoir. Maintenant, je vous l'explique en quelques mots, qui ne sont pas nécessairement être pris, être tapés, être enregistrés, c'est pour vous l'expliquer. C'est à cette audience-là que va être vidée toutes les contestations, donc on en informe le saisi, et c'est à cette audience-là où, comme son nom l'indique, on va être orienté, soit vers une vente amiable, soit vers une vente judiciaire. Voilà. Donc, on informe ça, tout est informatif. Tous les actes qu'on délivre en matière de saisie immobilière, c'est pour informer le débiteur. Donc, on l'informe de cela. On informe le débiteur, c'est le troisièmement, que s'il n'est pas présent ou représenté par un avocat, donc, l'information que si le débiteur n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie automatiquement en vente forcée. Donc, si vous ne vous présentez pas à l'audience, catastrophe pour vous, ça peut arriver, le juge n'a pas d'autre choix, il ne peut pas dire, tiens, on peut peut-être vendre à l'amiable, non, pas d'autre choix, si vous ne venez pas, ça sera automatiquement un renvoi à une audience de vente forcée. Donc, il faut en informer le débiteur, on en informe officiellement. Quatrièmement, l'assignation contient également la sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il va être déposé. Le 5e jour où il va être déposé, le 5e jour ouvrable, au plus tard, après l'assignation.
ou ils peuvent, enfin ça on le met parce qu'on est obligé, mais ils peuvent venir aussi le consulter au cabinet de l'avocat qui poursuit la vente. Bon, on évite, quoi. Mais enfin bon, on est obligé de le marquer. Donc, information du débiteur qu'il a la possibilité de venir consulter le cahier des conditions de vente que l'on va déposer dans les 5 jours qui vont suivre la délivrance de l'assignation et qui va être déposé au greffe. Donc, on invite le débiteur à aller le consulter s'il le souhaite pour vérifier qu'il n'y a pas d'omission sur le bien. Il pourrait y avoir des éléments importants que lui-même voudrait qu'ils soient mentionnés dans ce cahier des conditions de vente. Donc, on les précise, et on lui précise qu'il a cette faculté d'aller le consulter. Et également, possibilité de le consulter au cabinet de l'avocat poursuivant. Cinquièmement, on va fixer dans cette assignation va mentionner le montant de la mise à prix, telle qu'elle sera fixée dans le cahier des conditions de vente. Je vous avais dit qu'il fallait bien partir de quelque chose quand on fait une vente aux enchères. Il faut bien partir d'une somme, hein, puisque le droit français a reconnu comme moyen la progression. C'est-à-dire vous partez depuis 50 000 et puis vous progressez. On pourrait partir de 100 000 et puis être dégressif. Donc c'est progressif. Et cette mise à prix est indiquée dans l'assignation. Et on informe le débiteur qu'il peut la contester, cette mise à prix, notez-le bien, qu'il peut contester la mise à prix si celle-ci est d'un montant manifestement insuffisant. C'est-à-dire que si vous... voilà. C'est une possibilité. Donc le débiteur peut faire à l'audience d'orientation un incident dans lequel il contestera le montant de la mise à prix en prétendant qu'elle est manifestement dérisoire par rapport à la valeur du bien. Ça se fait de moins en moins, c'est pour gagner un peu de temps, c'est tout. Sixièmement, autre information portée à la connaissance du débiteur, on l'avertit que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable. Possibilité de vente amiable du bien saisi. On lui indique dans l'assignation. Mais pour qu'il puisse le vendre amiablement, qu'il puisse le demander au juge, il devra justifier, et l'assignation doit le rappeler, qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. C'est-à-dire, on l'indique qu'il a la faculté de demander une vente amiable, c'est-à-dire une vente qui se réalisera devant un notaire, mais il faut qu'il justifie, pour que le juge lui donne raison, que cette vente amiable se fera dans des conditions satisfaisantes. Alors, à quoi on pense là? En fait, on pense à des situations qui sont fréquentes. C'est-à-dire, lorsque vous êtes saisi, vous êtes souvent psychologiquement inquiet, on va vendre votre maison aux enchères, vous connaissez la mise à prix, elle est basse par rapport à la valeur du bien, donc vous avez légitimement une inquiétude. Et vous avez des requins, hein, il en existe, ce n'est pas de la théorie, et j'en connais, je pourrais donner les noms, qui ensuite identifient des débiteurs qui sont en saisie immobilière et vont leur expliquer qu'ils ont intérêt à vendre à l'amiable le plus rapidement possible parce que sinon, une vente judiciaire, ça va être une catastrophe, ça ne se vendra quasiment rien, la mise à prix est à 40 000, ça se vendra à 50. Voilà. Et donc, ils font peur aux gens et les gens peuvent être amenés donc, à vendre à l'amiable devant un notaire donc, à un prix dérisoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle il sera nécessaire de le rassurer en lui disant « Votre vente amiable, vous ne pourrez la faire que si elle se fait dans des conditions satisfaisantes et non pas que vous soyez spolié. » Voilà. Septièmement, l'indication en caractère très apparent
qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusion d'avocat au plus tard le jour de l'audience. D'accord? Donc, c'est un rappel de ce que la procédure de saisie immobilière est une procédure devant le tribunal judiciaire, donc qui exige le monopole d'avocat. Excusez-moi, monsieur, vous m'entendez? Oui, Est-ce que vous pouvez répéter votre phrase, s'il vous plaît? oui. Merci. Il doit y avoir une indication très apparente qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusion d'avocat au plus tard le jour de l'audience. D'accord? Ce qui signifie, qu'est-ce que cela signifie matériellement? Ça signifie que si le débiteur se borne à demander seul la vente amiable du bien, s'il ne se borne qu'à demander la vente amiable du bien, que ça, il peut le faire lui-même en venant à l'audience d'orientation. Ça, c'est important. En revanche, s'il veut contester la procédure de saisie immobilière, ou s'il veut demander des délais, ou s'il veut faire une autre demande que celle strictement limitée à la vente amiable du bien, il devra le faire en ayant recours à un avocat qui devra, cet avocat, déposer des conclusions, c'est-à-dire des écritures, auprès du greffe du juge de l'exécution, et cela au plus tard à l'audience d'orientation, au plus tard le jour de l'audience d'orientation. D'accord? C'est embêtant que ce ne soit pas interactif. Bon, peu importe. Il est rappelé en huitièmement les dispositions des articles R 322-16 et R 322-17 du CPCE, qui sont 322-17, qui rappellent ce que je viens de vous dire à l'instant sur la nécessité alors, 322-16, les demandes tendant, je vous les cite, mais vous irez les voir, la demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de L 721-4 du Code de la consommation. Donc, on rappelle dans cette assignation que le débiteur qui est éligible à l'aide juridictionnelle peut en faire la demande dans les formes habituelles. Et l'article R 322-17 vous indique que, en ce qui concerne la vente amiable, et si le débiteur, comme je vous le disais un instant, se borne simplement à demander une vente amiable, eh bien, il n'a pas besoin d'avoir recours à un avocat, il va pouvoir le demander seul au juge. Voilà. OK. Voilà. Bon. Terminé pour les mentions obligatoires et spécifiques. Alors, ce qu'il faut retenir de cette assignation, c'est qu'elle va fixer la date de l'audience d'orientation. Et cette audience d'orientation, ça c'est important, doit être dans un délai compris entre 1 mois et 3 mois après la délivrance de l'assignation. Je vais répéter, c'est important. Vous faites délivrer une assignation le 1er novembre. L'huissier se présente chez le débiteur et lui délivre l'assignation. Cette assignation doit prévoir, puisque vous avez vu parmi les conditions obligatoires, les mentions obligatoires de cette assignation, il y avait la date de l'audience d'orientation. Eh bien, cette audience d'orientation que vous fixez
doit être minimum 1 mois, maximum 3 mois après la délivrance de cette assignation. Donc, si dans notre exemple, on a fixé le 1er novembre, c'est-à-dire que l'huissier s'est présenté à délivrer une assignation le 1er novembre, l'audience d'orientation, en l'espèce, par exemple, pourrait être celle du jeudi 10 décembre, puisqu'on a plus d'1 mois. Hein, c'est short, mais on a plus d'1 mois. Et au maximum, ça sera 1er novembre, vous faites 3 mois, et il faut qu'elle soit inférieure à vos 3 mois. Donc décembre, janvier, février, ça pourrait être une audience, par exemple, du mois de janvier, le 4e jeudi de janvier. Voilà. Si jamais vous ne respectez pas ce délai, votre assignation sera caduque, et donc la totalité de la procédure de saisie immobilière tombera. Mais on va y revenir. Donc, OK sur la date à laquelle l'audience d'orientation doit être fixée. Alors, se pose le problème de l'augmentation des délais lorsque le saisi est domicilié dans un territoire d'outre-mer ou dans un département d'outre-mer. Alors, la question se pose car l'article R 311-11 du CPCE stipule que le délai de 1 mois et 3 mois est prescrit à peine de caducité du commandement. Donc, la question qui se posait, c'était de dire, est-ce que je prends le risque de rajouter 2 mois, parce que vous savez que le délai de distance est de 2 mois, est-ce que je prends le risque de rajouter un délai de distance de 2 mois et à ce moment-là, de ne plus respecter les dispositions de R 322-4 sur la fixation de la date d'orientation, alors qu'on nous dit que si jamais vous ne le respectez pas, ça encourt la caducité de l'assignation et donc du commandement et donc de toute la procédure. Alors, il n'y a pas encore de réponse de la Cour de cassation sur ce point. Ce que l'on fait, c'est que l'on respecte le délai de 3 mois, entre 1 et 3 mois, et qu'ensuite, à l'audience qui est retenue, on rajoute le délai, on fait un renvoi pour respecter de ce fait le délai de 2 mois supplémentaires. Voilà. Moi, je ne prends pas le risque d'assigner au-delà de 3 mois. Voilà. Je répète, si vous ne satisfaisez pas au délai de 3 mois et que votre date d'assignation et d'orientation, de la date de l'orientation est postérieure de 3 mois à la date de signification de l'assignation, cela entraîne la caducité du commandement de saisie immobilière. Alors, une fois que cette assignation a été délivrée, elle doit faire l'objet, et c'est notre petit 2, d'une signification et d'une mention en marge du commandement. Donc, vous vous rappelez qu'on a publié le commandement aux hypothèques. Eh bien, cette assignation, on doit, dans le délai de 8 jours, la mentionner en marge du commandement aux hypothèques. Matériellement, c'est que vous en prenez l'exemplaire en original, vous faites une photocopie et vous allez aux hypothèques. Oui. Vous m'entendez? Vous allez un peu trop vite, s'il vous plaît. Oui. Eh oui, c'est pas simple, je ne vous vois pas, donc c'est compliqué. Si je vous voyais peiner face à moi tous, vous voyez, si je voyais votre... Et je ne vous vois pas, j'ai l'impression que vous suivez. Donc, je vais être plus lentement. Donc, je disais, mention de l'assignation en marge du commandement. L'assignation doit être mentionnée en marge du commandement dans les 8 jours de sa délivrance. D'accord? Donc, matériellement, comment fait-on? On a un original de cette assignation, on en fait une photocopie, on va aux hypothèques et on le dépose aux hypothèques et ça vaut mention. Voilà.
et ils vont faire un acte de mention en marge du commandement. Et vous allez si vous commandez des renseignements hypothécaires, rappelez-vous, c'est notre premier cours, et bien à ce moment-là, vous verrez qu'il y a eu cette mention de votre assignation en marge du commandement. Voilà. Alors, vous vous souvenez que dans le commandement de saisie immobilière, lorsqu'il était délivré à un époux qui était seul propriétaire du bien, mais que le bien constituait le domicile familial, le domicile conjugal, on avait un délai qui était très court, c'est le jour même de la signification du commandement ou plus tard le lendemain, pour le dénoncer à l'époux. Alors là, il faut savoir qu'en matière d'assignation, on n'assigne que le débiteur. On n'a pas à dénoncer cette assignation à l'époux qui vit dans les lieux parce qu'il s'agit du domicile conjugal. N'est assigné à l'audience d'orientation que le débiteur lui-même, même si c'est le domicile conjugal et qu'un seul des époux en est propriétaire. Okay. Alors, en ce qui concerne l'assignation, une chose qui est très importante à retenir, ça s'appliquera d'ailleurs pour la dénonce aux créanciers inscrits qu'on va voir. La sanction, si vous omettez une mention, c'est la nullité. Mais rappelez-vous, la nullité peut être régularisée et elle devra, pour pouvoir être invoquée devant le juge et obtenir l'annulation de l'acte, causer grief. D'accord? Donc, vous omettez une mention dans votre assignation, c'est un cas de nullité. On peut la soulever et le débiteur la soulèvera par avocat à l'audience d'orientation. Au plus tard, rappelez-vous, c'est ce qu'on vient de dire, le jour de l'audience. Mais il va falloir qu'il démontre que cette omission a causé un grief. Si par exemple, il n'a pas mentionné qu'il était cuisinier à la retraite, c'est un cas de nullité, mais il n'y a peut-être pas de grief. Vous voyez ? Voilà. Donc, il peut par exemple avoir un cas qui m'est arrivé où j'avais oublié, où j'avais omis, parce que la loi venait juste de passer, j'avais omis de mentionner qu'il fallait bien attirer l'attention du débiteur, qu'il avait la faculté seul de demander la vente amiable du bien. Voilà. Et qu'il n'avait pas besoin d'avocat pour le demander. Et donc, on m'a soulevé la nullité de mon assignation, et donc, en me disant, vous ne nous avez pas attiré l'attention sur ça. Et le problème, ça a été le grief, parce qu'en réalité, il avait pris un avocat, et cet avocat avait également contesté le fond de la saisie. S'il avait pris un avocat qui s'était simplement borné à demander la vente amiable, là, il y aurait eu un grief, parce que le débiteur aurait pu le faire tout seul. Mais dans notre hypothèse, l'avocat également, puisqu'on est au bal, c'est pour danser, il avait en même temps contesté la saisie. Mais ça, il ne pouvait avoir droit qu'à un avocat. Il n'était nécessaire d'avoir recours à un avocat pour contester la saisie. Donc j'ai pu lui répondre, mais il n'y a pas de grief parce que vous ne vous êtes pas borné à simplement demander par un avocat la vente amiable, mais que vous avez contesté. Donc vous aviez besoin d'un avocat. Et donc vous n'auriez pas pu vous présenter seul à l'audience pour demander la vente amiable, puisque vous vouliez contester la saisie. Voilà, donc c'est un exemple de démonstration d'une absence de grief. Oui? Excusez-moi, il y a plusieurs personnes qui sont en salle d'attente pour pouvoir avoir accès au cours. Alors, comment on fait? Moi, je veux bien, mais comment on fait? Alors, 5 personnes en salle d'attente. Alors, il faut que j'appuie, là. Alors, je fais ça. Alors, ouais, mais moi, je ne suis pas un spécialiste. Là, je vois écrit Laurine, Fatou. Je les invite, qu'est-ce que je fais? Quelqu'un me répond? Admettre tout, peut-être. Je mets admettre tout? Je pense. Jonction en cours. Ah, tout ça, moi, ça me... Est-ce que les nouveaux, quand ceux qui viennent d'arriver sont connectés,
qu'ils me préviennent. Les nouveaux arrivants sont là? Oui, monsieur. Vous êtes bien là? Tout le monde est bien là? Ok, je vous ferme. Tac. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est le problème de la nullité. Et ensuite, vous avez à côté, c'est très important, le problème de la caducité. C'est-à-dire, en revanche, si vous ne procédez pas, par exemple, à la mention dans le délai de 8 jours de votre assignation, qui était 9 jours, si vous oubliez de la mentionner, là, c'est un problème de caducité du commandement. Ça va entraîner la caducité du commandement. Et là, il n'y a pas besoin de grief. Le simple fait de ne pas avoir respecté un délai entraîne la caducité. Ce que je veux dire, c'est que, de manière générale, en matière de saisie immobilière, commettre des cas de nullité, oublier ceci ou cela dans un acte, c'est emmerdant, il faut le faire, mais c'est gérable. Vous pouvez vous rattraper. Mais par contre, ne pas respecter un délai, c'est terminé. Ça met à bas votre saisie. OK. Donc, pourquoi? Parce que ça met à bas le commandement avec tous les effets que ça peut avoir sur rappelez-vous, toujours la prescription de la créance et donc la disparition du droit de recouvrer cette créance. Bon, eh bien, écoutez, là, j'ai terminé mon 4e cours. Reste le 5e cours, celui d'aujourd'hui. On vient de terminer. Alors, 5e cours. Donc ça sera maintenant section 2. Important, dénonce du commandement au créancier inscrit. Posez vos stylos, si j'ose dire. Vous vous rappelez qu'au moment où on a publié le commandement de saisie immobilière, on a également levé un état hypothécaire sur cette publication. Oui, vous me parlez s'il y a un truc, hein, je vois, il y a... Vous me dites, hein, si vous voulez me dire quelque chose, vous pouvez me le dire, hein, ça peut être toujours interactif. Hein. OK. Ah, OK. Alors, rappelez-vous, quand on publie le commandement, en même temps qu'on le publie, on demande un état hypothécaire afin que nous soit révélé à la date précise de la publication du commandement les créanciers qui ont une hypothèque ou un privilège sur le bien. On va les connaître. Et ces créanciers, maintenant, vont être joints à la procédure de saisie immobilière. Et toute la procédure de saisie immobilière, à partir de l'audience d'orientation, va se continuer. Il y a encore 3 personnes qui sont entrées dans la salle d'attente. Déjà, moi, c'est un stress quand je vois ça. Alors, admettre tout. Voilà. OK. Voilà, tout le monde est là? Les nouveaux? Bon. Donc, maintenant, ces créanciers qui nous ont été révélés par l'état hypothécaire, ils vont suivre la procédure jusqu'à son terme, jusqu'à la distribution du prix. Puisque vous verrez, ça se termine par la distribution des prix et ils seront associés à cette procédure jusqu'à la fin. Ils pourront la contrôler et ils pourront, si le créancier arrête la procédure pour plein de raisons, parce qu'il est payé ou parce qu'il s'en désintéresse, reprendre cette procédure à ses lieux et places, ce qu'on appelle se subroger. Donc, c'est maintenant, ça vous sera expliqué par M. Tatouex, c'est maintenant que l'on va officiellement les attraire à la procédure. C'est la dénonce du commandement au créancier inscrit. Paragraphe 2, dénonce du commandement au créancier inscrit. L'objectif est d'attraire les créanciers inscrits sur le bien. L'objectif est d'attraire les créanciers inscrits sur le bien saisi au jour de la publication de celui-ci, de les attraire donc dans la procédure de saisie immobilière.
Grand A, délai de délivrance. Comme je vous ai dit, il n'y a que des délais dans la procédure de saisie immobilière et tous ces délais sont sanctionnés par la caducité. Si vous ne les respectez pas, vous faites chuter l'intégralité de votre procédure. Donc, grand A, délai de délivrance. La dénonce doit être effectuée impérativement à peine de caducité au plus tard le 5e jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur. Je répète, la dénonce doit être effectuée impérativement à peine de caducité au plus tard le 5e jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur. Alors, matériellement, je fais une parenthèse, matériellement, ce que je fais moi, c'est quand j'adresse à mon huissier l'assignation à l'audience d'orientation, s'il y a des créanciers hypothécaires, en même temps, j'adresse la dénonce à ces créanciers hypothécaires à l'huissier pour qu'il délivre le même jour ou successivement le premier et le deuxième jour qui suit aux créanciers inscrits la dénonce dont on est en train de parler. Donc, si vous voulez, pourquoi? Parce que la crainte, vous avez compris, la crainte, c'est de louper un délai. Hein, voilà. On ne va pas commencer à s'amuser, à rentrer, de dire non, mais c'est tranquille, on a 5 jours. Non, non, on a 5 jours, nous dit le code, mais tout doit être, nous, on s'organise pour que tout soit fait en même temps. Qu'il n'y ait pas ce type de discussion. Donc, mais le texte nous dit, au plus tard, à peine de caducité, le 5e jour suivant la délivrance de l'assignation au débiteur. Alors, c'est une signification qui, comme l'assignation, peut être faite par un clerc assermenté. Pas obligé que ce soit un huissier. Contrairement au commandement. Vous vous souvenez de notre premier cours ou deuxième cours. Le commandement de saisie immobilière ne peut être délivré que par un huissier, mais l'assignation à l'audience d'orientation ou la dénonce peut être délivrée par un clerc assermenté. Monsieur, j'ai une question. Oui. Ça existe toujours les clercs assermentés chez les huissiers de justice? Oui, ils ont un clerc, oui. Chez les notaires, il y avait des clercs habilités, mais ça n'existe plus, je crois, maintenant. Chez les notaires, je ne connais pas trop la... En tout cas, moi, les huissiers, quand ils me parlent, moi, je ne suis pas huissier, donc je ne suis pas au fait de leur dernière évolution de leur profession et surtout des termes qui sont utilisés pour désigner ce qui est un clerc, quoi. Quand moi, on appelle ça un clerc assermenté, je ne pense pas qu'ils aient... Moi, chaque fois que je parle à un huissier, vous poserez la question, je crois que vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez Martinez qui vous fait un cours, vous lui poserez la question s'il y a toujours des clercs assermentés ou s'ils ont changé de nom. Hein. C'est possible qu'ils aient changé de nom, mais leur fonction est la même. C'est celle de pouvoir délivrer des actes, et pour pouvoir délivrer des actes, il faut qu'ils prêtent serment, puisqu'ils vont donner à l'acte qu'ils délivrent une date certaine. Et donc, ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire à l'audience de la première chambre de notre tribunal. Ok, merci beaucoup. Mais ça existe toujours, voilà. Monsieur, s'il vous plaît, oui. Il y a encore des gens dans la salle d'attente. Est-ce que vous pouvez... Ah, encore deux. Alors, ok, voir, inviter, admettre tous. Donc, je les admets. Merci. Voilà. Ok. Donc maintenant, on est combien? 38? C'est faux. Alors, ok. Alors, puisqu'on est grand A, délai de délivrance. Alors, comme je vous le disais, je le répète parce qu'il faut que vous l'ayez présent à l'esprit. Ah oui, mais ça, je vous l'ai fait, la délivrance. Oui, là, vous m'avez coupé, là. Vous avez eu raison. Alors, signification par un clerc assermenté, le commandement est dénoncé à tous les créanciers titulaires d'une sûreté. Le commandement est dénoncé à tous les créanciers titulaires d'une sûreté. Alors, il s'agit donc non seulement... Vous avez dit titulaire de quoi, monsieur? D'une sûreté. D'accord, merci. Vous savez que le terme générique pour les hypothèques et les privilèges, ce sont des sûretés.
Ce sont des sûretés. Après, vous avez les sûretés mobilières et les sûretés immobilières. Là, on parle de sûreté immobilière. Donc, le commandement est dénoncé à tous les créanciers titulaires d'une sûreté qui sont révélés par l'État hypothécaire sur publication du commandement. Alors, Pardon, s'il vous plaît, vous pouvez répéter? Alors, le commandement est dénoncé à tous les créanciers titulaires d'une sûreté. D'accord? Il s'agit donc non seulement des créanciers du débiteur saisi, mais également ceux du précédent propriétaire si d'aventure l'hypothèque demeure inscrite sur le bien. Vous savez que lorsque je fais une parenthèse, pas besoin de taper, je vous explique ce cas particulier. Vous savez que lorsqu'il y a une vente qui est faite par un notaire, le notaire assure, après la vente, le paiement des créanciers qui sont hypothécaires sur le bien. Il va les payer. S'il reste de l'argent, il va donner cet argent, bien évidemment, au vendeur. Mais ensuite, il va nettoyer le fichier immobilier des hypothèques qu'il y a sur le bien. C'est-à-dire il va procéder à leur radiation. C'est un nettoyage. On les radie, c'est-à-dire on les enlève. Et il peut arriver parfois que cette radiation ne se fasse pas. C'est fréquemment le cas d'ailleurs dans les ventes par adjudication, puisque l'adjudication, vous le verrez avec Guillaume Tatouex, l'adjudication a pour effet de purger les inscriptions hypothécaires. Donc les inscriptions hypothécaires n'existent plus, mais souvent, comme c'est aux avocats de le faire, ils ne radient pas l'inscription. Donc vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui est propriétaire d'un bien et qui a sur son, parce qu'il l'a acheté aux enchères, et qui a des hypothèques du précédent, celui qui a été vendu. On ne les a pas radiées. Voilà. C'est ce cas-là, parce qu'en général, les notaires, eux, c'est leur obsession. L'obsession d'un notaire, c'est de radier toutes les inscriptions d'hypothèques, ce qui est une obsession tout à fait légitime. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour expliquer ce point. Vous vous rappelez que l'hypothèque, c'est le droit de suite. Hein. Donc quand il y a une inscription sur un bien, il y a un droit de suite. Alors, en revanche, le commandement n'a pas à être dénoncé aux créanciers occultes, c'est-à-dire aux créanciers qui bénéficient d'un privilège non publié. Et c'est essentiellement le syndicat des copropriétaires. Ou les associations syndicales libres. Alors, toutefois, à ce stade, alors, ce n'est pas dans la dénonce, mais quand vous arrivez à la dénonce, toutefois, à ce stade, il sera utile d'interroger le syndic de copropriété
afin qu'il vous délivre un état daté. C'est le terme juridique de l'acte. Cet état daté va mentionner les charges impayées, les travaux en cours dans la copropriété, etc. Et donc, vous allez connaître en réalité s'il y a un créancier occulte, puisque les charges de copropriété impayées bénéficient d'un privilège. OK. Alors, également, le commandement doit être dénoncé au créancier poursuivant lui-même quand il est titulaire d'une autre hypothèque en vertu d'un titre différent de celui qui fonde la saisie immobilière. Je répète, il y a des cas, c'est pas à chaque fois, hein, c'est un cas spécifique. Il convient de dénoncer au créancier poursuivant lui-même, c'est-à-dire qu'il se le dénonce à lui-même, quand il est titulaire d'une autre hypothèque prise en vertu d'un titre différent de celui qui fonde la saisie immobilière. Quand on dit d'un titre, c'est un titre exécutoire. L'exemple classique que l'on rencontre, c'est par exemple celui-ci. Une personne fait un prêt hypothécaire pour financer l'acquisition de son bien. Toujours pareil. Il va être inscrit sur ce bien qu'il achète un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle. 2-3 ans plus tard, il a besoin d'avoir un prêt complémentaire, mais un prêt de pure consommation pour, je sais pas moi, pour s'acheter une cuisine ou pour s'acheter une voiture. Voilà. Il va voir à nouveau son banquier et on va lui faire le même banquier, il est fidèle. Le banquier va lui faire un prêt et il ne va pas rembourser ce prêt. Donc un procès va être engagé pour avoir le paiement de ce prêt spécifique, ce second prêt, hein, qui n'a rien à voir avec le prêt hypothécaire. Et il va y avoir une condamnation qui est prononcée contre lui. Et donc le banquier va pouvoir inscrire une hypothèque judiciaire, cette fois-ci sur le bien, puisqu'il y a eu un jugement de condamnation. Donc, mais parallèlement, bien évidemment, quand on ne paye pas le remboursement de sa cuisine ou de sa voiture, en général, on ne paye pas non plus le remboursement des échéances de son prêt. Chacha est entré dans la salle d'attente. Bonjour, Chacha. Admettre. Okay. Donc, il va une condamnation, et quand on ne rembourse pas son prêt voiture ou son prêt cuisine, on ne rembourse pas non plus le prêt immobilier. Donc, on va engager une procédure de saisie immobilière qui va être fondée sur l'acte authentique de prêt initial. Mais comme on va se retrouver également, la même banque va se retrouver titulaire d'une hypothèque en vertu d'une condamnation ayant trait à un autre prêt, il va falloir là aussi qu'elle se dénonce à elle-même dans le cadre, puisqu'elle va être créancier hypothécaire, mais que cette hypothèque n'est pas celle qui est visée dans le commandement initial, ni le titre, qu'elle se dénonce le commandement et elle devra, vous allez voir, déclarer sa créance. C'est ce qu'on va parler un petit peu plus tard. Donc, dénonce également au créancier lui-même s'il a une autre inscription. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est important,
c'est que la signification de la dénonce se fait au domicile du débiteur. Non, pardon, j'ai une connerie. Stop. Au domicile du créancier, mais c'est rare, se fait au domicile du créancier, c'est une possibilité, mais elle se fait plus sûrement à domicile élu dans l'hypothèque. Donc je répète, la signification se fait au domicile du créancier, par exemple, si c'est la caisse d'épargne, eh bien, vous allez dénoncer à la caisse d'épargne, à son agence de Toulon Liberté, par exemple. Il y a un huissier qui va arriver à l'agence Toulon Liberté. Bonjour, je suis huissier. Y a-t-il un responsable autorisé à prendre l'acte? Il va le rencontrer, il va lui remettre cette dénonce qui contiendra une copie du commandement de saisie immobilière. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Mais également, dans les hypothèques, lorsque vous prenez une hypothèque, il y a ce que l'on appelle un domicile élu. C'est-à-dire que la banque fait domicile élu, par exemple, chez le notaire qui a pris l'inscription ou chez l'avocat qui a pris l'inscription. Donc, la dénonce du commandement pourra également se faire à domicile élu, c'est-à-dire en l'étude du notaire ou en l'étude de l'avocat s'il s'agit d'une hypothèque judiciaire. D'accord? Et dans le dernier exemple que l'on a vu, où je vous expliquais la banque se délivre à elle-même son propre acte parce qu'elle avait un deuxième titre exécutoire, eh bien, l'huissier que vous avez chargé de dénoncer le commandement, eh bien, il va venir chez vous pour vous le dénoncer en tant que créancier ayant un titre différent que celui qui fonde la procédure de saisie immobilière. Donc, possibilité de signification de l'acte, soit au domicile du créancier, à son siège social si c'est une personne morale, soit à domicile élu qui est mentionné dans l'inscription d'hypothèque. Et ce domicile élu, c'est en général soit l'avocat, soit le notaire qui a pris cette inscription. OK? Grand B, mention en marge. Eh bien, vous avez compris, c'est pour ça que le premier cours parle rapidement de la publicité foncière et de la conservation des hypothèques, du service de la publicité foncière. Eh bien, là aussi, de la même manière que l'assignation doit être mentionnée en marge du commandement, la dénonce du commandement doit, elle également, être mentionnée en marge du commandement de saisie immobilière dans les 8 jours de sa signification. Au plus tard, bien sûr. Hein? Donc, dans notre exemple, on délivre assignation au débiteur à une audience d'orientation. On va dénoncer, s'il y en a, parce qu'il peut très bien ne pas y avoir d'autres créanciers hypothécaires que vous qui faites la saisie, hein. On va dénoncer aux autres créanciers hypothécaires et ensuite, dans l'assignation que la dénonce, devra être mentionnée aux hypothèques dans le délai de 8 jours de leur signification. D'accord? À peine de caducité du commandement et donc d'effondrement de la saisie immobilière. Ça, c'est important. Notez-le. Tout est important, vous avez compris, sinon je ne viendrai pas. Mais bon, ça c'est quelque chose d'important. Important à compter du jour de la mention en marge du commandement de cette dénonce, le commandement ne pourra plus être radié que du consentement de tous les créanciers inscrits. Excusez-moi, ne pourra plus être Radié, c'est-à-dire enlevé, retiré. Le terme exact, c'est radié. Que du consentement. Mais je vais vous le relire parce qu'on va s'y arrêter 2 secondes.
que du consentement de tous les créanciers inscrits en vertu d'un jugement qui leur soit opposable. Je vais vous expliquer tout ça. Et après, on prendra 5 minutes de pause. 5. Je suppose que vous êtes chez vous, bien au chaud, alors que moi, je suis dans la salle 319. Les fenêtres sont ouvertes et je me gèle. Bon, grand B. Je vous ai dit, dans ce grand B, mention en marge, délai de 8 jours. Comme pour l'assignation, la dénonce doit être mentionnée en marge du commandement de saisie immobilière. Ce qui est important en ce qui concerne la dénonce, lorsqu'il y a des créanciers hypothécaires et qu'il y a une dénonce, à compter du jour de la mention de la dénonce en marge du commandement, la mention aux hypothèques en marge du commandement, ce commandement ne pourra plus être radié que du consentement de tous les créanciers inscrits. Ça signifie que si, par exemple, il y a 3 créanciers inscrits, que le premier créancier, c'est celui qui a délivré le commandement de saisie immobilière et qui est à la manœuvre dans cette procédure de saisie immobilière, et que le débiteur, réunissant des fonds, arrive à le payer. Et donc, il pense qu'il va pouvoir arrêter cette procédure puisqu'il a payé celui qui avait engagé cette procédure. Eh bien, ça, c'est possible, mais avant qu'il y ait mention du commandement aux hypothèques. Dès que la mention du commandement a été faite, la saisie immobilière devient la chose de tous les créanciers qui sont inscrits sur le bien. Et donc, elle ne pourra s'arrêter ou le commandement ne pourra être radié, la radiation du commandement mettant un terme à la procédure, puisqu'il n'y a plus de commandement sur le bien, donc le bien, la procédure n'existe plus, ne pourra être fait par jugement que si les autres créanciers hypothécaires ont donné leur agrément. D'accord? Compris? Oui. Bon, ok. C'est important. Alors, on va voir le petit C. Je vous laisse 5 petites minutes pour vous remettre de vos émotions. Donc, vous ne vous débranchez pas, je suppose. Vous restez tel quel et on se laisse pause café. Monsieur, j'ai une petite question. Tout le monde pause café. Léatrosier. Léatrosier, d'accord. Oui, Ça serait pas Charlotte. mieux. Oui, Vous m'entendez? oui, c'est Charlotte qui parle. Non, c'est Elena. C'est Elena, ok. Ça serait pas mieux d'envoyer le cours et de voir justement quand on a cours ce qu'on comprend et ce qu'on comprend pas, de parler un peu du cours, parce que du coup c'est un peu galère. Oui, je me doute que c'est galère quand c'est ce système, mais là, ça nous est tombé dessus comme ça. Et c'est une très bonne idée, mais vu que... Parce qu'avec les élèves de la classe, on s'est dit que ça serait super qu'on fasse ça en fait, que vous nous envoyiez le cours. Ouais, je vais... écoutez, malheureusement, ce qui me concerne, ce sera l'année prochaine. Je vais en parler avec ceux de l'année prochaine. Mais en ce qui me concerne, moi, c'est terminé, puisque c'est mon dernier cours. Je vais en parler à M. Tatouex, si vous voulez. D'accord, oui, je veux bien. Voilà, qui vous envoie le cours, parce que c'est vrai que j'imagine que c'est galère. C'est galère pour vous, c'est galère pour moi. Donc, c'est évident que c'est mieux si vous l'avez. Le problème, c'est que ce sont des cours qui sont manuscrits. Donc, vous n'y comprenez rien. Déjà, moi, j'ai du mal à le comprendre. Vous voyez. Mais bon, c'est faisable. Tout est faisable. Ok, merci. Bon, bonne idée. J'en parlerai à Guillaume Tatouex. Donc, je vous laisse vous reposer 5 minutes. De toute façon, vous m'avez envoyé on. Donc, quand je parle, ça veut dire que ça reprend. OK? Je veux un OK général. OK. 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 Les êtres vivants derrière ça, super. À tout à l'heure, être vivant. 5 minutes. Voilà. Très bien. OK. Bon, qu'est-ce qui est préférable pour vous? Est-ce que vous voulez... parce que moi, j'aime bien pouvoir commenter ce que je dis. Pour vous, il vaut mieux qu'on lise quelque chose de plus
sans trop s'écarter du sujet? Quel est le plus simple pour vous, compte tenu de la situation? Quelqu'un peut prendre la parole? Le plus simple, je pense que vous nous transmettez le cours et que nous débattons dessus, en fait, nous lisons au préalable. Et lors de la séance de cours, on se pose des questions, on approfondit les notions ou autre. Ouais. Sur les notions Oui. qu'on ne comprend pas et tout, ça serait mieux d'avoir le cours. Comme ça, pendant qu'on a cours avec vous ou même avec un autre prof, on peut poser des questions. Ouais, mais je suis bien d'accord avec vous, c'est comme ça que ça devrait être fait. Hein. C'est comme ça que c'est fait dans les autres. Aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. On vous donne des documents, vous les bossez, et puis après, c'est interactif. Hein, ouais, mais c'est vrai qu'en fac de droit, c'est pas comme ça trop qu'on fait. Hein. Je suis d'accord avec vous. Je verrai. Je vois mon fils qui est lui aussi en 5e année, il me dit que c'est la même chose. Il aimerait avoir les cours, mais bon. Je vais voir avec Guillaume Tatouex s'il peut faire ça. Voilà. Comme ça, vous pourrez en débattre avec lui. Hein? Surtout compte tenu de la situation. Oui, surtout que des fois, il y a des bugs, on ne vous entend pas et tout, donc c'est un peu compliqué pour tout le monde, je pense. Mais je pensais adresser un email à M. Guillotin, vu que c'est le directeur de notre promotion, pour lui en faire part de notre requête. Faire part de la requête d'envoyer les cours? Oui, et plutôt lors de la dispense du cours, plutôt reprendre les notions qu'on n'a pas compris, les approfondir, parce que c'est un peu compliqué de prendre la prise de notes, en même temps poser les questions, en même temps allumer le micro. Ouais, je comprends. Ouais, je vais essayer de faire quelque chose de linéaire pour cette dernière heure. Hein, puisqu'on va arriver à l'audience d'orientation, et donc ça sera Guillaume Tatouex qui prendra la suite, prochain cours. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez un prochain cours. Alors là. Normalement, c'est mercredi après-midi, monsieur. C'est quand? Mercredi après-midi, je crois. Mercredi après-midi? Oui, mercredi après-midi, oui. Ouais. Ok, donc... À 14h. Il va reprendre là, et puis je vais lui faire un message. Je vais lui adresser un message en lui disant que je vais faire part de votre requête. Et puis, s'il peut, il le fera. Hein. En tout cas, là, ce que je vais essayer, c'est d'être lent et je ne vais pas me disperser pour vous expliquer quoi que ce soit. Monsieur, juste, j'ai une question. Oui? À propos de l'examen final, du coup, ça sera... C'est pas simple, les questions qu'il y a à l'examen final. Hein. C'est pas simple, ça demande une bonne connaissance du cours et une bonne synthèse. Hein. Mais c'est un oral ou un écrit, du coup? Ben moi, je les ai toujours eus à l'écrit. Hein. Et donc, le cours ne se suffit pas à lui-même. Le cours, de manière générale, ça ne se suffit jamais à lui-même. Le cours, ce n'est qu'un point de départ. C'est un point de discussion. Le cours, en réalité, ce n'est qu'un point de discussion. Et on aura droit au code ou pas? Est-ce que vous aurez droit au code? Peut-être. Je ne me rappelle plus si on dit OK. Ça dépend des questions qui vous sont posées. OK. Ça dépend. Et en général, c'est Guillaume Tatouex qui s'en occupe, qui décide s'il y a code ou pas. Il est plus jeune, il vous connaît mieux, il sait ce que vous pouvez... voilà. Il sait comment vous pouvez me feinter. Alors, donc voilà comment ça se passe. Et monsieur, est-ce que vous aurez des ouvrages à me conseiller? J'ai l'impression que c'est un film du 21e siècle, ça. Ouais. C'est Cosmos 1999. C'est Star Trek. Refaites-le moi. Bon, ok. Allez, j'essaye d'être hyper chiant. Alors, vous êtes prêts? C'est contenu de l'acte. C'est un acte d'huissier. Donc, il doit respecter les articles 56 et 648 du Code de procédure civile. Je vous y renvoie.
Il s'agit d'une part d'une dénonce en l'espèce du commandement, mais également d'une assignation des créanciers inscrits à l'audience d'orientation. Il y a 6 mentions spécifiques prévues à peine de nullité. Heureusement, je ne fais pas ça toute l'année. Alors, mention du, comme tout à l'heure, lieu, jour et heure de l'audience d'orientation. L'indication de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente qu'on va voir tout à l'heure. C'est très important. La sommation, donc l'acte contient la sommation au créancier inscrit d'avoir à déclarer dans un délai de 2 mois les créances leurs créances en mentionnant le principal, les frais accessoires et intérêts. Cette sommation précise que la déclaration de créance Monsieur, vous avez dit accessoires et quoi? et intérêt. Merci. Intérêt échu. Cette sommation précise que la déclaration doit être faite par avocat et doit être déposée dans le délai de 2 mois. Vous pouvez le rajouter à nouveau, hein, entre parenthèses, dans le délai de 2 mois. Au greffe du juge de l'exécution, accompagné d'une copie du titre de créance, accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'hypothèque.
OK. Donc, arrêtez de taper. Je vous explique très brièvement de ce dont il s'agit. On informe le créancier inscrit qu'il a un délai de 2 mois à compter de la délivrance de la sommation pour déclarer sa créance. Et cette déclaration de créance c'est un acte d'avocat qui est déposé au greffe du juge de l'exécution. À cette déclaration de créance est annexé le titre exécutoire du créancier inscrit, ainsi que son hypothèque. D'accord? Voilà. Ensuite, la dénonce précise. Alors, que le créancier doit dénoncer le même jour étant celui du dépôt au greffe de sa déclaration. Répétez, s'il vous plaît. Oui. Cette dénonce précise que le créancier inscrit doit dénoncer le même jour que sa déclaration ou le premier jour ouvrable suivant doit dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur. C'est très important. Donc, vous avez fini, je vous en dis 2 mots. C'est pas besoin de taper. Vous avez vu que cette déclaration doit être déposée au greffe. On a vu ce qu'elle contenait. Hein, le principal, frais et intérêts, elle vise le titre de créance et elle mentionne l'hypothèque. Et ces documents doivent être annexés à la déclaration, et c'est un avocat qui va au greffe du juge de l'exécution et qui le dépose au greffe du juge de l'exécution. Il a un délai maximal de 2 mois à partir de la dénonce du commandement de saisie immobilière. Ça, c'est la première étape. Première étape du créancier poursuivant, il doit faire sa déclaration. Deuxième étape, il doit y avoir une dénonce de cette déclaration. C'est-à-dire que l'avocat de la banque créancier hypothécaire inscrit, auquel a été dénoncé le commandement, doit dénoncer la déclaration qu'il a déposée au greffe. Il doit la dénoncer le jour même de son dépôt ou au plus tard le premier jour ouvrable. Et il doit le dénoncer d'une part au créancier poursuivant et ensuite au débiteur. Alors, vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est matériellement, vous n'en faites pas la représentation, mais autant que c'est facile de le dénoncer le jour même ou au plus tard le lendemain au créancier poursuivant, parce qu'aujourd'hui, ça peut se faire par ce que l'on appelle le réseau privé virtuel avocat, le RPVA. Les actes sont délivrés entre nous de manière sécurisée par biais d'Internet. Donc ça, vous le déposez au greffe, votre déclaration de créance à 11h, vous rentrez à votre cabinet, 11h30, vous faites votre signification par le RPVA au créancier poursuivant, puisqu'on sait au moins ce qui est sûr, c'est que le créancier a un avocat, et donc vous pouvez le délivrer à l'avocat. En revanche, pour le débiteur, il n'a pas forcément d'avocat. Et donc, il ne faut pas se louper, parce que vous avez le jour même ou plus tard le lendemain à lui délivrer la déclaration, et le débiteur, par exemple, vous faites une saisie immobilière à Toulon, il habite en Bretagne. Donc, il va falloir tout transférer à un huissier pour que le délai dont je ne m'explique pas
la dureté et le jour même, le lendemain, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'un délai aussi débile, mais c'est comme ça, pour que soit respecté ce délai. Parce que bien évidemment, comme je vous l'ai indiqué, lorsqu'un délai n'est pas respecté, ça entraîne la caducité du commandement. Donc, vous avez vu, déclaration de créance, dénonce de cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur. D'accord? Ensuite, autre mention spécifique, la reproduction de manière apparente de L 331-2 du CPCE. OK. Tac, tac, tac. OK. Cet article précise que la sanction que le créancier encourt, c'est très important, s'il ne déclare pas sa créance, et qu'il est déchu de son rang, c'est-à-dire du bénéfice de sa sûreté, pour la distribution du prix de vente de l'immeuble. Je vais y revenir, on va le reprendre, c'est très important. Je vous l'explique simplement et après on va le reprendre pour que vous puissiez le noter précisément. Si le créancier qui a reçu cette dénonce ne fait pas cette dénonce dans le délai de 2 mois, il va perdre son hypothèque. Il va perdre le rang de son hypothèque. C'est-à-dire que si le bien est vendu lorsque le bien sera vendu, que ce soit dans le cadre d'une vente amiable ou d'une vente judiciaire, il ne pourra pas participer à la distribution du prix. Voilà, il n'y participera pas. Il perd son rang, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs créanciers hypothécaires, eh bien celui qui est après lui viendra et sera payé avant lui, parce qu'il perd son rang. Il ne sera payé que s'il n'y a pas d'autres créanciers hypothécaires que lui, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas une disparition de sa créance, mais c'est une disparition c'est une perte de son rang hypothécaire. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand la créance disparaît, vous n'avez plus de créance, donc vous n'avez plus d'hypothèque pour garantir une créance. Lorsque vous perdez votre rang hypothécaire, vous conservez votre créance, mais en revanche, elle n'est plus garantie à son rang par l'inscription. Donc je reprends ce qu'on a dit. Vous êtes là? Vous êtes vivant? Oui, monsieur. Voilà. On fait un petit signe parce que... Oui, monsieur. Bon. Voilà. Oui, monsieur. Alors, donc je vais vous le reprendre. Faire quelque chose de plus clair. Donc, il y a reproduction de l'article L331-2 non, L300, c'est bien L331. J'ai dit R ou L? Vous avez dit L. L, hein? Ouais, Oui. L. Oui. L331-2 qui précise que la sanction que le créancier encourt s'il omet de déclarer sa créance
c'est la déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble. D'accord? Voilà. Alors, vous pouvez être relevé de la déchéance si vous ne respectez pas ce délai de 2 mois par l'article R 322-12 du CPCE qui vous dit on peut être relevé de l'échéance. C'est-à-dire si le créancier n'a pas respecté ce délai de 2 mois, il peut tenter d'être relevé de la déchéance. Mais ce n'est pas automatique et il y a actuellement il y a une grosse saisie immobilière actuellement qu'on est en train de faire sur un bien qui se trouve là où les présidents à la Londe, là où les présidents de la République ont dans le domaine du Cap Bénard, voilà, c'est ça. Et d'une super propriété qui doit valoir plusieurs millions d'euros. Et il y a un créancier qui a oublié de déclarer sa créance dans le délai de 2 mois. Et donc, il a essayé d'utiliser l'article R 322-12 du CPCE qui nous dit que s'il justifie que cette défaillance n'est pas de son fait, il peut être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti de 2 mois. Mais c'est le juge qui statue. Et il va falloir qu'il rapporte la preuve que ce n'est pas de son fait. Et je ne vois pas très bien comment il peut faire. Vous pouvez répéter, monsieur, s'il vous plaît? Je dis que le délai de 2 mois, lorsqu'un créancier ne l'a pas respecté, il peut demander au juge à être relevé de sa caducité s'il justifie que sa défaillance n'est pas de son fait. Et le juge statue. Voilà. D'accord? Donc, rappelez-vous, oui. Vous auriez un exemple de ce qui pourrait justifier sa défaillance? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en vois pas trop, moi. Hein. Ben, qui n'est pas reçu, par exemple, je ne sais pas, moi, Non, en fait, je ne vois pas. Moi non plus, j'ai beau... Enfin, après, le problème se poserait pour un client, j'essaierai de me creuser la tête, mais si, par exemple, je dis n'importe quoi, mais par exemple, le notaire, vous savez que la dénonce peut se faire à domicile élu. Le notaire qui a reçu l'acte ne l'a pas transmis. Alors, on pourrait dire, ou l'a pas transmis, ou l'a transmis à une mauvaise banque, s'est trompé dans la transmission. Donc, la banque pourrait soulever que ce n'est pas de son fait. C'est parce qu'elle n'a pas été informée. D'accord. En réalité, ça serait la responsabilité du notaire. Donc, il faudrait faire un procès en responsabilité au notaire. Enfin, c'est-à-dire, soit le juge accepte cet argument, et dans ce cas-là, eh bien, la banque peut déclarer sa créance au-delà du délai de 2 mois et revient dans la boucle de la saisie immobilière, soit le juge refuse, et à ce moment-là, la banque fera un procès au notaire pour engager sa responsabilité professionnelle. Ok, d'accord. Merci. Alors, également, mention obligatoire, la reproduction de l'article R 311-6 du CPCE. R 311-6 du CPCE, qui dispose que toutes les contestations ou demandes incidentes, que toutes les contestations de saisie ou demandes incidentes
sont formés par le dépôt au greffe de conclusions signées par avocat. C'est toujours pareil. Si un créancier veut faire une contestation quelconque, eh bien, il le fera par voie d'avocat. De la même manière, sa déclaration, qu'on a vue à l'instant, comme la dénonce de cette déclaration, sont faites bien évidemment par un avocat. Alors, grand B, sanction. 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 Monsieur. Sur le sanction du non-respect des délais des exigences de forme de la dénonce, du commandement de saisie. Sanction du non-respect des exigences de forme et de fond du commandement de saisie, de la dénonce du commandement de saisie. C'est la même chose que l'on a vu tout à l'heure. Les irrégularités de forme ou les omissions, entraînent la nullité de l'acte sous réserve de démontrer l'existence d'un Bref. grief, c'est bien. Les irrégularités de fond, je vous renvoie à l'article 117 du Code de procédure civile. Article combien, s'il vous plaît? Je vous renvoie à l'article 117. Merci. Voilà. On ne peut pas tout faire, il faut aller le regarder. Alors, cette dénonce, comme on l'a dit, doit être faite dans les 5 jours de l'assignation à l'audience d'orientation qui a été délivrée au débiteur, rappelez-vous. En cas de non-respect du délai de 5 jours pour dénoncer le commandement, c'est la caducité du commandement de saisie immobilière. Souvenez-vous également de quelque chose de fondamental. La caducité n'a pas besoin de grief pour être prononcée. D'accord ? Si la dénonce est signifiée le 6e jour après l'assignation, ça fait grief à personne. Mais en revanche, ça entraîne la caducité du commandement. Donc vous voyez, j'insiste sur ce point, ce sont les délais en matière de saisie immobilière qu'il faut surveiller parce que la sanction est implacable, c'est la caducité. Et il n'y a rien à faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez marcher sur la tête, vous n'arrivez à rien. Mais monsieur, pour que la caducité soit prononcée, il faut qu'elle soit soulevée ou non? Pour que la caducité soit prononcée, il faut qu'elle soit soulevée. Elle n'est pas de droit. Le juge ne la relèvera pas de droit. Toutes les cas, ça sera, vous l'étudierez ça dans l'audience d'orientation. Le juge n'a pas la faculté de soulever de droit les caducités ni les cas de nullité. Voilà. Et vous verrez surtout que toutes les nullités ou les caducités qui n'auront pas été soulevées à l'audience d'orientation seront purgées, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus les soulever ultérieurement. L'audience d'orientation, comme on l'a vu quand on l'a présenté tout à l'heure dans l'assignation, ça a pour but de régler tous les problèmes de la saisie immobilière et de les purger.
Mais si jamais vous avez oublié de soulever une caducité ou autre, alors que vous étiez l'avocat du débiteur, eh bien, c'est terminé. Vous ne pouvez plus le soulever après l'audience d'orientation. Ni dans une audience ultérieure, ni même si vous faites appel. En appel, vous ne pourrez pas soulever la caducité, par exemple, pour non-respect du délai de 5 jours du commandement, de la dénonce du commandement, si vous ne l'avez pas invoqué devant le juge de l'exécution. Donc, l'audience d'orientation, il ne faut rien oublier, quoi, parce qu'après, eh bien, ce sera votre responsabilité. OK. Alors, il faut quand même que je... On arrive au bout, quelle heure il est ? 46. Alors, il y a un cas qui peut se produire, un créancier ou son avocat, bien sûr, qui ne sait pas lire un état hypothécaire. Et ça arrive. Et donc, ou qu'il le lit un peu trop vite, d'autant plus qu'il devient de plus en plus complexe. C'est le cas de l'omission de la dénonce. Il n'a pas vu un créancier, il ne lui a donc pas dénoncé le commandement. Que se passe-t-il en cas d'omission de la dénonce? L'omission de la dénonce entraîne caducité du commandement. En toute hypothèse, la saisie, parce que si personne ne le soulève, comme vous l'avez très justement fait remarquer tout à l'heure, faut-il que quelqu'un soulève cette caducité? Et si personne ne l'a soulevé, et encore moins ce fameux créancier, puisque justement il n'est pas au courant qu'il y a une saisie immobilière, puisqu'on ne lui a pas dénoncé le commandement. Donc la saisie immobilière, puisqu'on ne lui a pas dénoncé, va se poursuivre. Il aura été oublié, il aura été omis. Et donc, et c'est certainement pas le créancier qui, s'il s'en rend compte, va invoquer le point. Il n'a pas envie que sa procédure soit caduque. D'accord? Donc, la situation, c'est que la procédure va se continuer sans ce créancier. Et là, dans cette hypothèse, la saisie, notez-le, est inopposable au créancier inscrit non sommé. La saisie est inopposable au créancier inscrit non sommé. Dans ces conditions, la vente aux enchères se fera à l'insu du créancier. Mais comme il n'aura pas été attrait à la procédure, la vente n'aura pas emporté purge de son inscription. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? La vente aux enchères se fera à son insu. Et dans cette hypothèse, la vente n'aura pas emporté purge de son inscription, ce qui signifie qu'il conservera son droit de suite et pourra engager à l'encontre du nouveau propriétaire qui aura la qualité de tiers détenteur une saisie immobilière. Alors, les heures qu'on nous donne étant quand même restreintes, je vous invite tous à regarder, à refaire une recherche sur la procédure à tiers détenteur. Vous savez tous ce qu'est un tiers détenteur. C'est une personne qui voit son bien
garantir une inscription alors qu'elle n'est pas pour autant débiteur de la dette, mais elle est tiers détenteur. Alors, dans le cas qui nous occupe, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique ce que je viens de vous, la situation que je viens de vous dire. Le créancier, en lisant l'état hypothécaire, omet d'identifier un créancier inscrit. Il va dénoncer son commandement à 4 créanciers, il y en a 5. Ça entraîne normalement la caducité de la procédure. Mais personne ne va forcément soulever cette caducité parce que le créancier qui a été omis, lui, il n'est pas au courant, donc ce n'est pas lui qui peut intervenir pour prétendre que la procédure est caduque. Et le créancier poursuivant, il ne s'en est pas rendu compte, donc il ne va pas s'en rendre compte. Il va donc continuer la procédure de saisie immobilière qui va pouvoir arriver à la vente aux enchères du bien. Ou même à la vente aux enchères du bien, oui, parce qu'à la vente amiable, je pense que le notaire va s'en rendre compte. À la vente aux enchères du bien. Eh bien, dans ce cas-là, cette vente aux enchères est inopposable au créancier qui a été oublié. Et donc, pour lui, l'inscription hypothécaire demeure et il va pouvoir la mettre en œuvre dans le cadre de ce qu'on appelle le droit de suite. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu très rapidement à notre premier cours. C'est pour ça que je vous en donne des notions pour pouvoir ensuite vous dire, rappelez-vous, je vous l'ai dit. Il va pouvoir, à l'aide de son droit de suite, refaire une procédure de saisie immobilière à l'encontre de celui qui a acheté aux enchères. Vous me comprenez? Oui? C'est clair? Oui, oui. Oui. Bon. Monsieur, il y a un mot que vous avez énoncé tout à l'heure, mais je n'ai pas compris. Oui? Vous avez dit la saisie est inopposable au créancier inscrit, non quelque chose. Je n'ai pas compris. J'ai dit au créancier inscrit, Non soumis. non sommé. Non sommés, qui n'ont pas été sommés, qui n'ont pas reçu cette dénonce, vous voyez, puisque rappelez-vous que la dénonce contient sommation de déclarer sa créance. Oui, oui, merci beaucoup. Monsieur, j'ai une question. Oui, Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que la personne qui va acheter le bien, elle va quand même avoir une créance quelque part indirectement. la personne qui va acheter le bien, Oui. elle va avoir une dette. Non, elle a l'adjudication. Et ça veut dire qu'il va pouvoir repartir sur une saisie contre celui qui a acheté. Alors que celui qui a acheté, il n'a pas de dette. Non. Vous voyez? Mais en revanche, comme ça a mal été fait, comme la procédure a mal été faite, eh bien, il va se retrouver tiers détenteur et va pouvoir se voir infliger une saisie immobilière par l'un des créanciers qui a été omis. Alors, bien évidemment, dans un cas comme celui-là, il va prendre un avocat, il a intérêt, qui va informer rapidement son confrère en disant « Coco, il y a un problème, tu as oublié de sommer mon client et maintenant, le créancier que tu as omis est en train de recommencer, que cette fois-ci contre mon client qui est tiers détenteur, par l'effet du droit de suite. » Et à ce moment-là, ça s'arrangera par des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance payent. Mais vous voyez, une erreur d'inattention, une erreur dans les délais, tout ça entraîne des sanctions qui sont terribles. Et dans le cas de l'omission du créancier, eh bien, c'est que la procédure de vente lui est inopposable. Et donc, il n'y a pas purge des hypothèques. Rappelez-vous le terme de purge. Est-ce que ça vous parle, la purge? Oui. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'effet de purge de l'hypothèque. Et dans ces conditions, le créancier qu'on a oublié, il va recommencer cette fois-ci. Avec comme tiers détenteur celui qui a acheté et qui a payé. Et qui est pour rien, lui. Et donc, il faudra qu'il fasse quelque chose pour renouer cette situation. Alors voilà, c'est ça que je vous invite à faire, parce qu'on n'a pas le temps de le faire dans les délais qui nous sont impartis. Regardez la procédure de saisie immobilière à tiers détenteur. Ok. D'accord? D'accord. Merci. Monsieur, Oui.
Est-ce que vous auriez des livres ou ouvrages qui pourraient nous aider sur le sujet pour compléter le cours? Oui, il faudrait des trucs qui ne sont pas... je crois qu'il y a un fascicule sur la saisie immobilière chez Dalloz. Il y en a un chez LGDI et chez Dalloz. Il faut regarder les deux, mais après, ils sont bien l'un comme l'autre. D'accord. Et si vous voulez, ce sont des choses sur le plan théorique. C'est ce qui vous intéresse. Sur le plan pratique, si vous voulez, ça apporte pas grand-chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté pratique. Là, on est en train de vous faire la théorie. Mais voilà. Donc, ces bouquins-là vous donneront toute satisfaction. D'accord, je vous remercie. Je crois qu'il y en a un qui est très bien fait par une prof d'Aix-en-Provence, qui s'est spécialisée sur la saisie, qui nous fait de temps en temps des conférences. Elle est très bien. Son nom m'échappe, mais bon, c'est elle qui l'a fait, je crois, à LJDJ. Bon, section 3, dernière section qui va être, c'est à la fois quelque chose d'important et c'est quelque chose qui va être fait rapidement, puisqu'il nous reste que quelques secondes, voire quelques minutes. Section 3, la rédaction et le dépôt du cahier des conditions de vente. Alors, je vous rappelle que vous pouvez tous aller sur le site du cabinet. Je rappelle, Calisté-avocat avec un S. Et vous allez à la rubrique vente aux enchères, adjudication, et vous avez les ventes, vous avez le temps de pouvoir celles qui vont venir, comme celles du passé, celles qui ont été adjugées, et vous avez des exemples, vous avez des cahiers des conditions de vente, vous avez des assignations qui sont dedans. Donc, vous allez pouvoir aller voir des actes de manière pratique. Et là, on est en train de faire le cahier des conditions de vente. Vous allez aller voir comment il est composé. D'accord? C'est le plus simple. Alors, on va être très bref, parce que vous allez aller les voir. Alors, dans le délai de 5 jours qui suit la délivrance de l'assignation au débiteur, le créancier doit déposer au greffe du juge de l'exécution le cahier des conditions de vente. Ce cahier des conditions de vente ce cahier des conditions de vente doit contenir l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la poursuite est exercée. Le décompte des sommes dues au créancier par le débiteur. L'énonciation du commandement de saisie immobilière et de sa publication. C'est-à-dire à quelle date il a été signifié, à quelle date et sous quelle référence il a été publié. La désignation de l'immeuble saisi avec origine de propriété, mention des servitudes éventuelles grevant l'immeuble, les baux qui affectent le bien,
Cinquièmement, il mentionne la mise à prix. Et enfin, il désigne le séquestre. Du prix d'adjudication. D'accord? C'est un acte d'avocat, comme toujours. Hein. Il doit être joint à cet acte le procès-verbal descriptif, que l'on a fait dresser, rappelez-vous. Copie de l'assignation. Délivrée au débiteur en vue de l'audience d'orientation. Et il doit contenir également l'état hypothécaire sur publication du commandement de saisie immobilière. Donc, je vous invite à aller sur le site pour aller regarder un cahier des conditions. En général, comme c'est très gros comme document, ils sont en 2, voire 3 parties. Et ce qui est important, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet acte, ce cahier des conditions de vente, constituera le titre de vente de l'adjudicataire. Souvent, il y a des gens qui viennent aux enchères et qui nous disent « Bon, ben, on a acheté, alors quand est-ce qu'on passe chez le notaire après ?» Il n'y a pas de notaire. Mais vous allez avoir, quand vous allez chez un notaire, il vous remet un acte de vente. Eh bien là, il n'y a pas d'acte de vente, mais vous aurez un titre de propriété et ça sera le cahier des conditions de vente. Donc c'est pour ça qu'ils sont épais, parce qu'ils sont de la même nature qu'un acte de vente. Allez les regarder, comme ça vous comprendrez ce que c'est. Alors, vous verrez qu'on y rajoute des documents supplémentaires par mesure de sécurité. Moi, j'y rajoute systématiquement les diagnostics sanitaires qui ont été faits. Rappelez-vous, j'ai demandé à l'huissier qu'ils viennent avec, au moment du PVD, avec une entreprise de diagnostic. Donc, on y rajoute les diagnostics sanitaires. On y rajoute un certificat d'urbanisme. Pour connaître les droits de préemption sur le bien. Certificat d'urbanisme pour connaître les droits de préemption sur le bien. Et j'y rajoute systématiquement le titre de propriété du saisi. C'est-à-dire que le saisi, on lui fait je rajoute son acte de vente. Voilà. Systématiquement, comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Donc là, vous avez votre saisie qui est prête. Vous arrivez au stade où vous allez pouvoir vous reposer quand vous êtes l'avocat poursuivant, puisque vous avez délivré votre commandement. Vous l'avez publié. Vous avez fait faire un procès-verbal descriptif par votre huissier qui a également fait des diagnostics sanitaires. S'il y avait un époux, vous avez dénoncé à l'époux qui n'était pas propriétaire du bien le commandement le jour même ou le lendemain suivant sa signification. Le commandement est publié. Vous avez, dans le délai de 2 mois, assigné votre débiteur et l'état hypothécaire sur publication vous ayant révélé des créanciers, vous leur avez dénoncé tout ça dans le délai de 8 jours suivant l'assignation. Et vous avez délivré votre assignation
pour une audience d'orientation comprise entre 30 jours et 90 jours. Vous avez mentionné votre assignation aux hypothèques et vous avez mentionné votre dénonce également aux hypothèques. Là, à partir de la délivrance de votre assignation, il y a eu un délai de 5 jours pour déposer votre cahier des conditions de vente. Ce cahier des conditions de vente, il est composé de ce que je vous ai décrit. Il doit contenir un certain nombre de précisions. Et vous y avez rajouté des documents complémentaires, à savoir le PVD, l'état hypothécaire sur publication, l'assignation et, parce qu'on préfère le mettre tout de suite, les diagnostics sanitaires, le certificat d'urbanisme, ainsi que le titre de propriété du précédent propriétaire, celui qui est saisi. Voilà, votre cahier des conditions de vente est déposé au greffe, ça y est, vous êtes tranquille, vous avez satisfait à tous les délais, et maintenant vous attendez votre audience d'orientation. Ça sera M. Tatouex qui vous l'expliquera. Attention, si vous êtes un créancier et non pas le créancier poursuivant, vous avez reçu votre sommation et vous avez des choses à faire. Vous devez déclarer dans les 2 mois votre créance en déposant cette déclaration au greffe, jointe votre titre et votre hypothèque. Vous avez dénoncé le jour même ou au plus tard au créancier poursuivant la saisie immobilière votre créance et vous l'avez également dans le même délai dénoncé au débiteur. Vous aussi, si vous avez fait ça dans le délai de 2 mois, vous êtes tranquille et vous attendez sereinement l'audience d'orientation. À partir de l'audience d'orientation, on partira sur de nouveaux délais éventuellement. Mais là, pour l'instant, les délais sont en suspension. Je vous rappelle qu'à l'audience d'orientation seront purgées toutes les difficultés de la saisie immobilière, toutes les contestations de la saisie immobilière. Elles seront purgées par conclusion d'avocat. Rappelez-vous, c'est mentionné dans l'assignation, l'obligation d'avoir un avocat pour contester la saisie. Et également, l'audience d'orientation choisira l'orientation de la saisie vers la vente amiable ou la vente judiciaire. Voilà ce que je pouvais vous dire à mon niveau sur les saisies immobilières jusqu'à la période de l'audience d'orientation. Allez voir des documents, n'hésitez pas à les lire. De votre côté, sachez que le cours, c'est une base, mais ce n'est qu'une petite indication sur ce qu'est la saisie immobilière. On ne peut pas rentrer parce que sinon, il nous faudra un cours de 3 heures par semaine pendant une année. Donc, on ne va pas faire ça. Et n'oubliez pas que vous devez aller voir et développer la saisie à tiers détenteur. C'est technique. Monsieur, s'il vous plaît, le site que vous avez dit pour le cahier des ventes, des conditions de vente, c'était quel site, s'il vous plaît? C'est Kalisté, K-A-2-L-I-S-T-E, avocat avec un S.com. Je crois qu'il y a www avant, mais enfin, je crois que si on ne met pas, ça revient au même. Ok, merci. D'accord? Et là, vous aurez tous les documents que vous souhaitez. Vous pourrez voir des cahiers des conditions de vente. Vous pourrez voir des procès-verbaux descriptifs. Vous pourrez voir des commandements. Vous pourrez tout voir. D'accord? Ok. Voilà. Écoutez, bonne continuation à tous. Et puis, on se retrouve au moment de l'examen. J'espère que ça ne sera pas trop difficile. Voilà. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La Covid. Bon, alors, ça s'éteint.